Bonsoir à tout le monde. Grand merci à la direction de la clinique, à M. Georgievich, pour avoir permis d'organiser cet événement, et aussi au service de communication qui a permis de vous informer à propos de cette présentation qui nous est très à cœur, parce que la chirurgie de la migraine, c'est une activité qui est représente une grande partie de nos activités, mais qui est encore très peu connue parmi les patients, mais aussi parmi les collègues médecins. Je commence par une question. Est-ce que quelqu'un d'entre vous souffre de migraine? Pas mal de personnes. Et effectivement, ça, c'est pas surprenant. Premièrement, parce que ce soir, effectivement, on parle de la migraine, mais aussi parce que probablement vous êtes à connaissance du fait que la migraine est une maladie qui est assez fréquente dans la population. On parle, selon les études, entre 10 et 15% de la population qui est affectée par la migraine. C'est une maladie surtout qui touche les femmes. 3 femmes par un homme sont affectées, mais aussi les hommes bien sûr, mais 3 femmes par un homme sont affectées par la migraine. Il y a encore beaucoup de la migraine, en fait. La plus grande partie de cette maladie reste un mystère. Vous pouvez aller consulter chez votre médecin traitant, chez votre neurologue, chez un chirurgien ou un autre praticien, mais il n'y aura personne qui pourra vous dire qu'est-ce que c'est exactement la migraine. Parce qu'on ne sait pas encore de quelle maladie il s'agit, de quoi on parle. On sait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer au déclenchement de cette maladie. Et parmi ces facteurs, bien sûr, il y a un effet probablement génétique, il y a des effets génétiques familiales, il y a quelque chose à faire avec le cerveau, probablement les vaisseaux extracrâniens, donc à l'extérieur des crânes, et aussi les nerfs à l'extérieur des crânes. Mais en réalité, on sait que toutes ces choses mises ensemble donnent un certain syndrome, mais on ne sait pas encore exactement de quoi on parle quand on parle de migraine. C'est qu'on sait bien de quoi on parle quand on parle de migraine, c'est que les patients affectés de migraine, ils ont une grande douleur, une douleur insupportable à la tête. Et les migraines, on parle de migraine aujourd'hui, mais en réalité on parle de céphalées très importantes, des céphalées chroniques, qui peuvent avoir le nom de migraine chronique, céphalée de tension, algie vasculaire ou autre type de migraine. On ne fait pas la distinction entre ça, parce que ce soir, on va se focaliser plutôt sur les symptômes de migraine, c'est-à-dire sur les douleurs dont les patients souffrent pendant les crises. Heureusement pour les patients avec les migraines, il y a une grande palette de médicaments à disposition. Et souvent, ces médicaments sont suffisants et peuvent, pendant une crise, soulager les patients, ou bien sont utilisés comme traitement de fond, c'est-à-dire des traitements parmi lesquels il y a les bêta-bloqueurs, des traitements pour le cœur, des antidépresseurs, des antiépileptiques, qui sont des traitements aspécifiques qui ont été développés pour des autres maladies, mais qui ont la capacité de modérer l'intensité et rendre ces maladies un peu plus supportables. Ils ne lèvent pas, ils ne la soignent pas, mais chez certains patients, cette modulation permet de vivre correctement. Parmi ces médicaments qu'on appelle médicaments de fond, il y a aussi les nouveaux médicaments, ce sont des anticorps, probablement vous en avez entendu parler, ce sont des anticorps monoclonaux qui agissent contre une molécule qui a à faire avec la chaîne de la douleur. Donc ainsi, des médicaments spécifiques, ainsi des médicaments qu'on peut considérer comme des médicaments de fond, donc qui rendent les crises un peu plus vivables, un peu moins intenses, mais qui ne vont pas changer malheureusement la fréquence des crises ou la maladie per se. Il y a après certainement des autres médicaments moins spécifiques, des anti-inflammatoires, des relaxants musculaires qui peuvent être utilisés. Et ce qu'on dit toujours à nos patients, c'est que tout ce qui marche, marche. Donc chacun a ses migraines, chacun a un cadre unique, des douleurs qui sont uniques. Il n'y a personne qui a des douleurs qui sont les mêmes d'une autre, malgré la maladie peut s'appeler de la même façon, mais toutes les choses qui peuvent marcher sont les bienvenues, bien sûr. Il y a aussi des autres approches dont probablement vous avez entendu parler, l'acupuncture, la physiothérapie, l'hygiène de vie, la diète, les botox, l'hypnose, plein d'autres approches, aussi la naturopathie, aussi approches de médecine alternative, qui encore une fois, s'ils sont efficaces, sont les bienvenus, s'ils ne sont pas efficaces, malheureusement ne sont pas efficaces, mais qui peuvent être efficaces. On se concentre, pour ce qui concerne le traitement chirurgical de la migraine, sur les symptômes, comme je vous ai dit. Donc on n'essaie pas d'essayer de chercher la raison pour laquelle vous avez les migraines,
on essaie vraiment de décrire au maximum le plus précisément possible de quelle douleur vous souffrez. Parce que c'est ça la clé pour nous, pour comprendre est-ce qu'on peut vous aider ou pas. Jusqu'au jour, probablement, les patients parmi vous qui souffrent des migraines, ils ont entendu parler de ils ont entendu plusieurs fois les mêmes questions par rapport à la douleur, c'est-à-dire l'intensité, la fréquence, la durée, les attaques, les médicaments qu'il prend, si les médicaments sont efficaces, dans combien de temps et combien de médicaments il prend par mois. Donc vous gardez votre journal de migraine qui est très très important et là on extrait un peu les informations importantes relativement à votre maladie. C'est que par contre nous différencions un peu de cette approche traditionnelle standard. On demande aussi bien sûr, on considère que ces informations sont critiques, mais on se concentre beaucoup plus sur la douleur passée. Donc, est-ce que vous pouvez me dire où cette douleur commence, où la crise commence? Est-ce que cette douleur commence dans un endroit et là on est radiation? Pourquoi ça? Parce que c'est ça, souvent, le patient arrive à mettre un doigt sur le point qui est responsable de cette douleur. Et ce point, souvent, c'est un point qu'on va vous décrire un peu plus dans les détails. C'est où un nerf spécifique passe. Ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être là. En gros, il y a 7 nerfs, mais plus ou moins il y a 3 points principaux. Il y a aussi des points dans le nez. Et c'est là que la douleur commence, pour des raisons physiologiques anatomiques, et après s'irradie selon le territoire d'innervation de nerfs. Si on ne parle plus dans le spécifique de ça, vous pouvez voir, par exemple, si vous avez des douleurs au niveau occipital, les douleurs commencent derrière et s'irradient vers l'intérieur. Souvent, ces douleurs sont aperçues comme derrière les yeux. Donc une douleur comme si c'est derrière les yeux ou à travers l'œil, c'est souvent une douleur qui est à départ occipitale. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ce sont les nerfs occipitaux qui font ça. Si on a aussi des nerfs autres occipital, souvent vous avez entendu parler de névralgie d'Arnold, mais il y a aussi un autre nerf qui s'appelle petit occipital. Le nerf petit occipital est un nerf qui se trouve ici et qui donne des douleurs qui sont occipito-temporales, donc il s'irradie beaucoup plutôt sur le côté que derrière les yeux, mais peut aussi arriver jusqu'autour des yeux. Il y a aussi encore des autres douleurs, les douleurs temporales, très 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 fréquentes. C'est une douleur, le patient souvent il dit se réveille le matin avec une douleur pulsative sous les tempes, ça pulse, ça tape. Peut mettre un doigt sur cette artère qui pulse, et c'est là effectivement qu'il y a une artère, un nerf qui sont en conflit mécanique et qui se trouve exactement sur ce point. Ensuite, il y a les douleurs sous-orbitaires, ce sont les douleurs de nerfs qui sortent ici et qui s'irradient sur la zone frontale depuis le rebord supérieur de l'orbite. Maintenant, Sayal vous parlera un peu de comment on peut traduire ces symptômes en un cadre qui nous permet d'identifier les bons patients pour le traitement. Je vais juste conclure cette partie par dire que les traitements, pour éviter chaque incompréhension, les traitements, il ne s'agit pas de couper des nerfs, d'enlever, de brûler des nerfs, de faire des dégâts. En fait, c'est la seule chose qu'on fait, c'est un traitement microchirurgical qui s'est fait avec des instruments plus petits qu'un point d'un stylo, qui pratiquement ça ne saigne pas, et qu'on fait au microscope, et que ça permet de dégager ces structures dans les conflits des uns des autres, les nerfs avec les vaisseaux, et dans des structures anatomiques comme les insertions musculaires ici derrière dans la nuque, qui sont très fortes et qui peuvent les irriter. Je passe la parole à ça. Okay. Alors, on a entendu un peu de traitements qui existent aujourd'hui au niveau des médicaments. Comme on précise pendant notre consultation, en fait, vous faites presque déjà une grande partie de la première consultation, ce qui concerne l'explication de la douleur, l'explication des endroits, et pas seulement, surtout aussi que vous partez après la première consultation à la maison et faites beaucoup plus attention à ça. Souvent, quand on demande aux patients où est-ce que vous avez mal, la réponse n'est pas toujours pile poil là. C'est plutôt, je ne sais pas, souvent, partout, ça peut être toute la tête, ça peut être que sur un point. Et ça, c'est aussi très très classique au niveau de la localisation. C'est rarement qu'une seule point. Ça peut être une fois à droite, une fois à gauche. Ça peut voyager de droite à gauche. Ça peut être, voilà, on peut avoir 3 différents mal de tête par exemple. On peut avoir une fond dans le nuque. Je vous ai décrit maintenant un patient classique qui a des névralgies Arnold, qui a un fond de douleur
il dit normalement pas à la première consultation, il se plaint de ça parce qu'il vit avec ça normalement depuis déjà des années et des années, donc c'est un peu devenu la normalité. Il se rend seulement compte de cette douleur de fond quand on l'enlève, ou avec une piqûre ou avec l'injection de cortisone. Donc c'est pour ça aussi on vous laisse partir avec le maximum d'informations où ça pourrait être. On vous explique quelques tests que vous pouvez faire à la maison. Regardez bien d'où vient la douleur. Est-ce que vous pouvez le moduler en mettant la glace, oui ou non? Est-ce que vous pouvez le moduler avec la pression sur l'artère, oui ou non? Etc., etc. Comme ça, en deuxième consultation, on a déjà beaucoup plus d'informations qui sont beaucoup plus précises et on peut poursuivre avec des tests diagnostiques. On dit diagnostic, en vérité, ce sont des tests ou des traitements, des fois diagnostiques ou thérapeutiques, parce qu'il y a pas mal de patients, avec la première partie ici de slide, qui peuvent être traités qu'avec les injections de Botox. Donc, il y a classiquement des patients qui ont mal un peu ici à cet endroit, au niveau du front, classiquement, pendant les crises, qui peuvent mettre un doigt là-dessus, qui se coincent ici, qui se frottent sur le front. Ce sont classiquement les patients qui profitent des injections de Botox. C'est un traitement absolument non invasif. C'est une injection qu'il fallait répéter tous les 3 mois et la plupart des assurances le prennent en charge. Des anesthésies locales pendant la crise sont extrêmement importantes, où on ne peut pas moduler les céphalées avec le Botox, donc à long terme, donc, où on ne peut pas faire une thérapie par injection, sont par exemple des douleurs au niveau de l'occipitite, au niveau de névralgie Arnold, ou bien au niveau temporal, où voilà, il y a l'autre point ici juste à côté de l'œil, il y a un petit nerf qui peut faire extrêmement mal également. Un journal de la migraine que nous on donne à nos patients, c'est pas seulement comme Dr Pietra Maggiori a dit, la fréquence et la prise de médicaments, qui est classiquement ce qu'on veut savoir de vous, si on part d'hypothèse que le traitement médical est le seul moyen de vous soulager avec des médicaments. Mais on demande aussi où ça commence. Donc ici, vous voyez par exemple vous voyez par exemple classiquement quelqu'un qui a une névralgie Arnold qui fait le dessin un peu sur le nuque, ça monte, ça va jusqu'au front par exemple, ou voilà, sur l'image latérale, quelque chose qui gêne derrière l'œil. Ça c'est très classique. Et on regarde aussi à quel point ça peut monter. Par exemple, cette patiente souffre des crises de 8 sur 10, mais quand elle prend le médicament, ça descend jusqu'à 3. Ça c'est très important, parce qu'on a aussi des patients qui disent ça peut être violent, mais dès que je prends le médicament, 15 minutes, 30 minutes plus tard, je peux faire confiance à cette triptan, par exemple, c'est classiquement le triptan qui marche aussi efficace que ça, en fait, le seul, ça coupe carrément la crise, il peut vivre la journée normalement. Là où ça pose des problèmes, quand vous dites, en fait, j'ai 3 différents maux de tête, je sais sur cela, ça va marcher, ou je l'ai pris trop tard, parce que je pensais que c'était juste un mot de tête normal, et en fait, je n'ai pas réalisé que c'est une crise qui s'installe, et là, je suis off de la journée pendant 8 heures, je ne peux plus bouger, je suis à la maison, je ne peux plus aller au travail, ou vous êtes au travail mais plus là avec la tête, ou vous avez la peine de vous occuper des enfants. C'est vraiment là où ça devient difficile, et c'est là où on fait la différence. À quel pourcentage vous arrivez à couper les douleurs, à quel pourcentage vous pouvez descendre la douleur, et aussi quel laps de temps. Donc officiellement, un triptan, s'il fonctionne, s'il commence à descendre la douleur, dans les premières 2 heures après la prise, le problème est réglé, officiellement. Après, ça dépend bien sûr aussi aux patients. Si des triptans font des effets secondaires, par exemple, comme voilà, d'avoir des problèmes, se concentrer, d'être extrêmement fatigué. Il y a des patients qui disent, je prends le triptan, ça fonctionne uniquement quand je me couche 3 heures, et après je peux avoir plus ou moins confiance que je me réveille avec moins de maux de tête. Donc il y a toutes sortes de, des aspects qu'on trouve extrêmement importants pour aussi juger, est-ce que vous êtes un candidat où on peut dire, voilà, c'est grave, mais ça va très bien avec les médicaments, ou est-ce qu'on est dans une situation où on doit faire plus.
Des autres moyens d'évaluation, c'est par exemple le Midascore que vous avez probablement déjà rempli chez vos neurologues, qui donne une vision sur pas seulement au niveau des nombres de médicaments que vous prenez, mais au niveau de l'influence sur la vie professionnelle et de la vie sociale. Combien de rendez-vous vous avez dû annuler dans les derniers 3 mois. Donc des fois, on a 0, 0, 0 parce que le patient travaille déjà plus ou travaille pour son mari, comme ça c'est gérable, ou bien ils font plus des rendez-vous tout court social parce qu'ils ne savent pas s'ils peuvent l'accorder ou pas. Là, ça c'est aussi une situation, disons, maximale et grave, où on sort avec un score comme ça, on dit ça va pas trop mal, elle est à 0 parce qu'elle n'a jamais dû annuler un rendez-vous. Mais voilà, on prend tout en considération si vous avez dû modifier votre vie à cause de la maladie. Quand on fait cette chirurgie sur un niveau assez académique. Donc, on ne fait pas confiance à des études, je dirais, américaines, où voilà, il y a quand même, entre le temps, plusieurs mille patients qui étaient opérés aux États-Unis pour cette maladie. C'est très connu aux États-Unis, il y a plusieurs centres. Il y a des centres très, très, très reconnus comme l'université à Harvard, à Boston, qui offrent cette chirurgie. Les assurances, ils ont accepté ce traitement. Ils ont beaucoup plus loin, disons qu'ici en Europe. Hein. Mais ce qu'on fait aussi avec nos moyens que nous on a ici, traitement de Botox, des infiltrations et des opérations, on fait régulièrement des statistiques et on présente des études cliniques aussi régulièrement aux conférences internationales et nationales. Donc c'est pour ça, juste un petit résumé, donc on avait évalué des résultats dans 4 catégories, donc 100% amélioration, c'est vraiment rémission complète, ça existe. C'est plutôt rare, mais ça existe. On a des patients qui n'ont plus rien. Ok, donc la maladie n'est plus là. 80% amélioration, c'est une amélioration significative où au moins la moitié de la fréquence était descendue, la moitié d'intensité, ou bien tout simplement que les médicaments, ils fonctionnent quand la crise vient et avant, ils ne fonctionnaient pas. Ou bien plus que 50 améliorations de la douleur, qui est normalement considérée dans toutes les études de la douleur. Dès que vous avez une amélioration plus que 50%, c'est significatif. C'est juste, mais on fait aussi une différence entre 80 et 50 parce qu'on a des patients qui ont 8 sur 10 tous les jours. Donc si après ils ont 4 sur 10 tous les jours ou 8 sur 10 tous les 2 jours, ils sont toujours encore assez handicapés par la maladie. Donc on fait la différence entre les deux catégories. Et puis des patients qui disent, écoutez, ça va beaucoup mieux pour moi, mais si on fait des analyses, on trouve que quand même, ils ont quand même assez fort encore la migraine et c'était juste une 40% d'amélioration, patients quand même contents, mais pour nous ça ne compte presque pas parce qu'on pourrait dire que c'est peut-être un effet placebo. Tous les résultats, on juge sur les résultats le moment qu'on a passé une année après l'opération et pas 3 mois ou une semaine. Voilà, parce qu'il y a une longue évolution après l'opération et aussi pour exclure l'effet de placebo qui peut certainement influencer le résultat des premières quelques semaines. Alors, ça c'est une présentation par exemple qu'on a présentée il y a 2 ans aux conférences européennes, juste pour dire, c'était un résumé de 100 patients, et il y avait 86% des patients qui étaient opérés qui ont eu une amélioration significative, donc plus que 50%. Donc ça ne veut pas dire que chaque patient qu'on opère, il a à tout cas 85% de mieux, ça sera bien en fait. Ça veut dire 100 patients opérés, 15 patients qui ne vont pas mieux, mais qui ne vont pas, heureusement, pire qu'avant, et 85 patients qui vont bien. Donc on a un taux, disons, en parenthèse, si on peut dire ça comme ça, succès, de 85%. Et ça, c'est aussi en comparaison avec toutes les études cliniques aux États-Unis qui nous donnent environ le même résultat. Ça nous donne aussi beaucoup de confiance que ces résultats sont assez justes. Après, il y a certains endroits, voilà, ça, après on a fait des analyses de différents endroits. Alors, quelle opération est le plus efficace? On ne sait pas encore, mais on a fait la première étude à quel point c'est efficace de faire une décompression de nerfs occipital. Elle est très efficace, surtout si vous avez cette douleur de fond tous les jours et
ça peut être juste un coincement qu'on a envie de craquer le nuque, envie de se faire masser au niveau du nuque. Normalement, les patients qui vont souvent sur l'ostéopathe, chiropraticien, physiothérapeute, sauf si ça déclenche même la crise chez ces patients-là, qui ont une inflammation de nerfs ici au niveau du nuque. C'est en fait, si on n'a pas notre modèle, on a oublié. En fait, si vous voyez des muscles qui s'insèrent ici au niveau du nuque, c'est le muscle trapèze, donc tout ce grand muscle ici, et le muscle qui va vers le devant, le muscle sternocleidomastoïdien, c'est entre ces deux et en dessous de ces deux que le nerf passe de profondeur en superficiel. Et c'est là où il est clairement comprimé chez tous les patients. Est-ce que maintenant, chez les patients qu'on opère, c'est plus comprimé que les patients normaux? Je ne peux pas dire, parce qu'on ne fait pas des études où on dissèque, voilà, juste pour voir les patients qui n'ont pas la migraine à cet endroit-là. Mais on voit que le nerf est coincé. Donc, les résultats pour cette catégorie de patients, sous-catégorie de patients, est extrêmement positif. Donc, il y a vraiment 93% des patients qui disent ça m'a enlevé la douleur ici. Ça ne veut pas dire que ça enlève la douleur au niveau des yeux ou au niveau des tempes. Donc des fois, on doit faire des opérations 2 fois, des fois 3 fois. La raison pour laquelle on fait 2-3 opérations est en contraire avec nos collègues aux États-Unis, mais c'est lié au système aussi de l'assurance. Le médecin et le patient, ils ont le temps de régler un problème dans 6 semaines. Si ce n'est pas réglé, le patient il perd son soutien financier par les assurances et son travail. Donc, ils sont plutôt censés de faire, voilà, on a une suspicion ici, là, on en perd la totalité. D'accord? Mais nous, on est plutôt, je veux dire, plutôt conservateur. On commence avec l'endroit le plus intense pour donner confiance aux patients qu'ils comprennent. Ouf, c'est vrai, là, ça va beaucoup mieux. Donc, il est beaucoup plus partant de faire aussi une deuxième opération, aussi pour nous. Donc ça veut dire les jours par mois de la migraine, ils drop drastiquement chez ces patients. Donc on voit ici par exemple 18 jours par mois versus 2 jours et demi par mois de migraine parmi cette groupe de névralgie Arnold. Les douleurs pendant les crises, l'intensité, il descend de 9 ou de 8,5 sur 10 vers 3 sur 10, donc même s'ils font une crise, elle n'est pas aussi intense qu'avant, donc ils peuvent sentir encore cet endroit. Cet endroit, il n'est pas mort, donc on ne coupe pas les nerfs. Donc le nerf peut encore s'enflammer avec des faux mouvements ou si on a fait trop de travail. Le stress joue toujours un rôle, hein. La maladie est encore là. On ne peut pas sortir la maladie. Donc on reste faible, sauf des patients qui ont une rémission complète, qui disent maintenant je peux boire, je peux faire ce que je veux et j'ai plus rien. Ça, on a aussi, mais c'est plutôt, ça fait environ 20-25% des patients opérés. Hein. Douleur chronique, alors surtout des patients avec la névralgie Arnold, ici, la douleur où on dit, en gros, mais ça, c'est pas un problème, ça, j'ai tous les jours, avec ça, je peux vivre. C'est classiquement le commentaire des patients qui ont ça, plus les grosses crises, parce que idéalement, on veut se débarrasser des grosses crises, mais une fois les grosses crises sont parties, cette douleur ici, qui est là constantement, il peut être très, très, très usant. Et avec cette opération, c'est là aussi on a fait la différence. Cette douleur-là part quasi toujours. Cette douleur de tous les jours. Et ça, c'est très encourageant. Et ça se voit aussi au niveau de l'utilisation de médicaments. Donc, on voit l'utilisation 15 triptans par mois versus, voilà, peut-être 3 triptans par mois. Et aussi les AINS. Donc, il y a pas mal de patients quand même, et surtout des patients qui ont ça, ils utilisent assez souvent des anti-inflammatoires, ou c'est le Dafalgan, les Irfen, Ponstan, Novalgine, donc toutes sortes de mix pour se soulager aussi de cette douleur au niveau du nuque. Donc là, on voit aussi que ça drop significativement après l'opération. Donc, comme je dis, il y a vraiment beaucoup des études. Donc, oui, les études sont publiées par les chirurgiens plasticiens. C'est peut-être le problème numéro 1, que des neurologues, ils se disent, voilà, eux, ils le font, mais nous, on ne le croit pas trop. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec votre neurologue, c'est possible qu'il y a c'est encore un peu considéré comme nouveau.
Il faut encore tester, il faut encore voir. Maintenant, ça... Et puis la chirurgie peut soulager nettement et de façon permanente les symptômes. Donc ça, c'est juste une petite série des patients. Quand vous vous rappelez le premier score quand on fait, maintenant on ne le fait plus, mais le photo avec voilà, le score avant et le score après. Donc ils sont vraiment très contents et surtout à long terme. On va juste conclure. Je voulais terminer par dire qu'effectivement c'est nouveau comme technique chirurgicale moderne. Aux États-Unis, c'était la première publication en 2000, donc quand même il y a plusieurs milliers de patients traités. C'est là qu'on l'a prise. Ici en Suisse, on l'a fait depuis 6-7 ans, donc quand même on a un certain recul, plusieurs centaines de patients traités. Mais les premières techniques ont été développées il y a des centaines et des centaines d'années, donc dans le XIVe siècle, déjà Ambroise Paré, c'était un chirurgien barbier français qui souffrait de migraines. Dans tous ses portraits, il avait une veine, une artère vraiment très en évidence, il avait des douleurs temporales et il est très connu pour avoir décrit parmi les premiers les techniques de chirurgie de la migraine, et c'est un chirurgien qui s'est opéré au miroir tout seul. Pratiquement, il a utilisé notre même technique pour s'opérer pour s'enlever les migraines avec succès. Donc voilà, il y a quand même une certaine histoire, il y a quand même des résultats qu'on ne peut pas ignorer en 2019 parce que la médecine avance et grâce à ça aussi la qualité de vie des patients avance. Maintenant, on aimerait conclure notre partie juste pour présenter en avant-première notre nouveau projet, parce qu'on est un peu les seuls médecins qui aiment voir les patients pendant une crise. Tous les patients sont souvent surpris de ça, parce que c'est difficile pendant une crise, peut-être ils vont arriver à l'hôpital, aux urgences, et la prise en charge, c'est un peu difficile pour les urgences. Nous, on aime bien les voir pendant une crise, parce qu'avec un de ces injections test, on peut couper la migraine et en même temps faire aussi un diagnostic. Donc on a vraiment le maximum de résultats avec de la manière plus efficace. Et grâce à la collaboration avec la source, la collaboration avec Madame De Vincenti, qui est un de nos chers patients et qui est aussi responsable du centre ambulatoire de la source et qui verra vous parler maintenant de son expérience avec nous, on a pu développer un projet qui s'appelle SOS Migraine, c'est-à-dire un accueil pour les patients pendant une crise, pour rendre cette expérience le plus vite, la faire passer le plus vite possible et rendre la prise en charge le plus efficace possible, le plus pointue possible. Ça sera ouvert de 1er septembre. Je vous remercie pour l'attention. Je passe la parole à Madame De Vincenti qui va parler de son expérience étant que patiente, mais aussi responsable du projet de SOS Migraine ici à la source. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions, après on est là pour répondre à vos questions. C'est un peu complexe, mais on essaie de simplifier le maximum. Donc on va profiter aujourd'hui, ce soir, on va prendre un petit verre après. N'hésitez pas à parler entre vous, avec nous. On est à disposition. On est à disposition. Merci. Alors, je crois que je vais me mettre ici parce que vous ne me verrez peut-être pas derrière les ordinateurs. Voilà, je me présente, je m'appelle Mireille de Vincenti. Je travaille à la clinique depuis de nombreuses années et depuis de nombreuses années, je souffre de migraines depuis l'âge de 9 ans. J'ai eu la chance en 2017 de rencontrer les docteurs Scherer et Pietra Maggiori qui m'ont sorti d'un calvaire que je souffrais, dont je pâtissais depuis des années. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Je vais essayer de faire bref. Depuis l'âge de 9 ans, donc, je souffrais de migraines qui étaient passagères et puis d'année en année, les migraines se sont accentuées. Et en 2011, les migraines sont devenues quotidiennes. Donc j'ai essayé de multiples traitements, les médecines douces, je pense que vous en avez parlé, l'acupuncture, l'ostéopathie, le battement des cils. J'avais été chez une dame qui était spécialisée dans le battement des yeux. J'ai aussi testé différents médicaments comme le Topamax qui est connu par le médecin traitant. On m'avait proposé aussi des bêta-bloquants, on vous a expliqué tout à l'heure dans ce qui vous a été présenté.
Hélas, je suis asthmatique, donc les bêta-bloquants m'étaient interdits. Et puis, étant devenue épileptique, on m'a mis sous un traitement épileptique. Et en fait, c'est la dépakine que certains épileptiques connaissent. Et en fait, la dépakine n'a rien fait pour moi. Donc j'ai continué à prendre des triptans tous les jours. Et puis je me réveillais toutes les nuits. Et puis pour finir, mon médecin traitant m'a dit, écoutez, pour que vous puissiez dormir une nuit saine et récupérer et aller au travail le matin, prenez et anticipez au fur et à mesure. Je prenais de plus en plus de triptans, j'étais de plus en plus fatiguée et je perdais du poids. Et un beau jour, pendant mes vacances, j'ai dû être hospitalisée pendant à peu près 2 jours. Et puis je me suis dit, ça suffit, il faut quand même que je vive une vie un peu plus correcte. Ma vie privée en pâtissait. J'essayais de tenir sur un plan professionnel et un bon jour, une amie m'a dit, mais écoute, les docteurs Pietra-Maggiori font des choses assez sensationnelles, qui ont des bons résultats. Et puis ils étaient à la source. Donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, puis j'ai téléphoné en 2017. J'ai eu une première consultation qui a permis de faire un statut de mon état. Donc comme on vous a précisé tout à l'heure, ce que je faisais dans ma vie privée, donc je faisais plus rien, plus d'invités à la maison, plus de sport parce que je pouvais plus en faire, ça me déclenchait des crises. Et puis donc là on se rend compte que il y a peut-être des possibilités. J'ai eu une première injection, une première infiltration qui m'a permis d'avoir une absence de migraine pendant 3 semaines. Donc là j'ai revécu en fait, j'ai pu faire certaines choses, j'ai pu commencer la course à pied et puis au fur et à mesure du temps, donc les injections se répétaient parce qu'évidemment ça revient au fur et à mesure, ce qui est normal. Et puis j'ai été suivie régulièrement par le docteur Pietra-Maggiori. Et puis comme les injections étaient efficaces, ça voulait dire que peut-être une opération aurait pu soulager mes souffrances. Donc en novembre, j'ai été opérée du petit nerf occipital à droite et pendant quelques mois, ça s'est amélioré. Et puis, des crises sont revenues. Elles étaient peut-être moins fortes, mais elles sont revenues quand même. Il s'est avéré que le grand nerf occipital faisait aussi des siennes. Donc en juin 2018, j'ai été opérée du grand nerf occipital. Et là, j'ai revécu donc depuis juin 2018, accompagnée de séances physiothérapie parce qu'il faut toujours faire attention à ne pas faire d'efforts, à tempérer la douleur et à décontracter les muscles. J'ai eu une seule crise de migraine, c'était en avril dernier. Donc voilà. Donc, juste pour vous dire, le cauchemar que certaines personnes vivent, on peut vous aider de par les injections, soit de Botox, parce que là aussi j'ai pu avoir le bénéfice de Botox qui m'a aussi soulagée, l'injection qui m'a soulagée aussi, et puis les interventions qui m'ont permis de reprendre une vie, je dirais, privée et professionnelle normale en fait. Je peux boire du vin, je peux manger du chocolat, je peux faire du sport, voilà, une vie normale quoi. C'est tout. Alors n'hésitez pas à poser des questions, vous allez dire mais l'opération, comment ça se passe, les jours post-op, comment ça se passe, vous pouvez me poser des questions. Donc vous avez une toute petite cicatrice, vous avez une collerette qui vous évite les mouvements intempestifs ou de la tête pour éviter de tirer sur la cicatrice. Évidemment, vous évitez de mouiller la cicatrice et puis les choses reprennent le courant normal de votre vie en fait. Et puis vous êtes suivi régulièrement par le médecin qui vous a opéré. Je vous ai fait quelque chose de très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que honnêtement,
quand est-ce qu'on a fait la dernière conférence? La dernière conférence qu'on a fait, c'était juste avant sa deuxième opération. Oui. Donc on n'a pas choisi parce que, d'accord, elle était là, elle a raconté exactement la même histoire, sauf qu'elle a dit les cris sont revenus. Oui, ça existe hein, et ça ne fait pas peur. Hein. Il faut juste savoir où est-ce que ça revient. Est-ce que ça revient sur le même endroit ou est-ce que c'était juste à côté? Entre le temps, on a aussi, grâce à notre expérience, on fait plus trop de la différence entre petit et grand. Et aussi en discussion avec nos collègues aux États-Unis, on fait la même cicatrice entre les deux, on traite les deux en même temps. Ça fait pas, on n'endommage pas le nerf. Comme ça, on évite une deuxième opération de surprise. C'est vrai qu'on a beaucoup de patients qu'on opère que le petit nerf occipital et ça allait très bien et c'est suffisant. Mais voilà, pour éviter que les patients doivent reprendre encore un arrêt de travail de 2 semaines de leur travail, ben, on fait les deux en même temps. Donc, la dernière fois, des participants qui étaient ici, en fait, aux conférences, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui ça va passer avec Madame Da Vinci? Donc, vous avez maintenant pu entendre qu'est-ce qui s'est passé après la deuxième opération. Je suis très contente. Parce que aussi, nous, on ne peut pas savoir en avance. Donc, vous voyez, on a ces 15% des patients qui ne améliorent pas, ou juste un tout petit peu, et on ne peut pas savoir en avance. Il n'y a pas de moyen de le savoir en avance. Mais il y a quand même cette grande partie de patients qui vont mieux, et ça nous tient vraiment aussi la motivation de continuer ce qu'on fait. Et voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose. Ce qui m'a encouragée, en fait, à consulter, c'est que mon médecin traitant m'avait dit, écoutez, je ne peux plus rien pour vous, vous devrez vivre avec. Je pesais 37 kilos à l'époque, ce qui était peu. Et j'ai pris, voilà, je me suis dit, non, c'est inadmissible de la part d'un médecin traitant de dire qu'on ne peut plus rien pour vous, il y a toujours quelque chose à faire. Quand on entend, quand on soigne, quand on est au contact des patients tous les jours, on essaye de faire le maximum. Et pour qu'un médecin dise ça, on ne peut plus rien pour vous, je trouve dommage. Donc, je vous encourage, ne perdez jamais courage. Il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, il y a des neurologues aussi qui ne sont pas convaincus. Je serais prête à aller les voir, si vous voulez, pour leur dire, mais non, écoutez, autant essayer quelque chose si vous n'êtes pas convaincu, mais essayez quand même, ça vaut la peine. Voilà, donc j'essaye de vous donner une petite lueur d'espoir. L'espoir peut devenir grand et vous soulager et vous ouvrir à la vie, à une vie. Moi, j'avais comparé ça à la première infiltration que j'avais eue. C'était un nuage qui était plein un ciel couvert avec plein de nuages gris. Et j'ai eu cette première infiltration et pour moi, c'était un ciel sans nuages où il faisait grand soleil. Et moi, c'était ça. C'est ça, en fait. C'est une grande découverte et c'est un soulagement. Et voilà. Encore une chose que j'aimerais bien encore rajouter, si vous venez chez nous, ce que l'on peut pas, ce que nous, c'est pas notre philosophie, nous garder chez nous comme patients pour à la fin vous dire on ne peut plus rien faire pour vous. D'accord? Donc on a tout un network avec nos collègues, des neurologues aussi, des physiothérapeutes qui sont spécialisés, on a aussi, voilà, on se spécialisait en fait ensemble avec des physiothérapeutes, d'être à point avec un qui fait vraiment le massage spécifique, l'autre qui fait vraiment l'entraînement de positionnement, s'il a l'impression que ça vient de positionnement. La nutrition, qu'on travaille sur un grand projet avec Nestlé, qu'ils ont aussi envie de trouver la meilleure nutrition ou même des suppléments pour les patients. Vraiment, ce qui marche pour vous, ça marche pour nous. On n'est pas ici pour voilà, vous dire oui ou non opération et c'est fini là. C'est vraiment qu'on travaille en collaboration avec nos collègues et c'est un network extrêmement bien. Et je trouve que c'est aussi très important.